Voilà, merci à Bonjour à Jérémy tous. Christophe pour la veille. Je leur laisse la parole. D'accord, donc merci beaucoup. Donc pour commencer, on va pas faire comme d'habitude, on va pas commencer par le bulletin, vu qu'on va d'abord faire les points de Christophe, il doit s'en aller. Donc vas-y Christophe, je te laisse la main. Ok, alors là, c'était dans le contexte que l'on connaît actuellement depuis le 7 octobre, le fait de mentionner qu'il y a des campagnes, différentes campagnes. Là, en l'occurrence, celle d'Imperial Kitten, qui est une campagne visant certaines infrastructures d'Israël, notamment celle des transports, de la logistique, je pense dans le but d'impacter les capacités d'Israël à réaliser leurs actions au sein de la bande de Gaza. On se retrouve avec des TTP qui sont observés avec des IMAP loaders et des leurres de hameçonnage, entre autres. Sans forcément rentrer dans le détail maintenant, il y a des éléments techniques qui sont fournis dans l'article Beeping Computer qui est bien détaillé. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, c'est intéressant. Il y a aussi le transport maritime, entre autres, avec des éléments liés à CrowdStrike. Pour la suite, côté Facebook, je te laisse, ouais, voilà, nickel. On a une approche, de recherche, un travail de recherche qui est fait par une entité qui s'appelle Planet Zuda, qui a pas mal challengé Facebook au cours de ces dernières années et qui dernièrement a découvert des activités au sein de la plateforme. Alors, j'ai mis l'IA en cause. Petite question, je vais vous faire la petite histoire. En gros, il y a des binômes de hackers qui se relèvent et dans l'article, on mentionne des exemples de victimes. Donc, une qui était à un concert de musique aux États-Unis, qui reçoit une notification de la part de Facebook et qui lui dit est-ce que c'est bien vous qui vous êtes connecté? La personne, comme elle est occupée de manière machinale, elle va appuyer sur oui et en fait à suivre en fait les positionnements des utilisateurs, des utilisatrices. Les pirates cherchent à travailler le côté social et les réponses qui sont données par les utilisateurs et les utilisatrices, en exploitant aussi une possible faille du côté de la soi-disant IA du côté de Facebook, qui, lorsqu'elle identifie des éléments de style violation de droit d'auteur ou copyright infringement, euh, utilise ça à leur profit. Alors, entre autres, il réactive en fait des comptes d'utilisateurs qui sont interdits. Et là, les travaux de recherche de Planet Zuda mettent en avant le fait que Facebook n'est pas capable de maîtriser ces gestions de comptes. Voilà, je vous laisserai regarder pour ceux qui sont intéressés plus dans le détail l'article. Ensuite, on a Juniper. Juniper, donc des CV, il y en a 4 là qui sont importantes. Alors, si vous avez du Juniper, faites attention. L'article vous donnera plus d'informations. Mais selon les données, il y a des serveurs fantômes, plus de 10 000 appareils Juniper qui ont leur interface J-Web exposée sur le net, dont la plupart sont en Corée du Sud, d'après l'article, avec, comme il est dit là, des éléments qui peuvent être trouvés sur Shodan. Les vulnérabilités qui sont listées là, pour certaines, ont été ajoutées à la cave de la CISA. Et le graphe que vous voyez, en fait, montre depuis août, pardon, des activités dans différents pays, avec un pic là, notamment en septembre. Donc attention à ces CVE pour l'exploitation en RCA. Ensuite, on a un cas sur Boeing. Alors Boeing, en octobre 2023, a été averti par Logbit que des données qui avaient été détournées de la part de Logbit sur Boeing pouvaient être mises en vente. On a vu la demande de rançon disparaître, donc on s'est dit, bah tiens, il y a dû y avoir des pourparlers entre Boeing et Logbit, et ces données pouvaient contenir, enfin dans les suspicions, certaines personnes pensent qu'il y a des informations sensibles sur les Air Force qui sont
détournés par les pirates. Et là, en l'occurrence, a priori, même si l'ultimatum a été retiré, il y a une publication de données il y a quelques jours avec un volume qui sera autour des 500 gigas. Donc, affaire à suivre pour voir comment ça impacte ou pas Boeing par la suite. Ensuite, on a le sujet, voilà, Sentinel-1. Alors, pour ceux qui connaissent Krebs, ça leur parlera. Krebs Stamos, donc Christopher Krebs, qui est l'un des premiers directeurs de l'agence du CISA, qui est l'équivalent de l'ANSSI, qui fait des travaux très intéressants, comme notamment la KEV, Non-Exploited Vulnerabilities, qui, pour rappel, monte aujourd'hui à peu près, on doit être arrivé au millier de vulnérabilités, qui sont les vulnérabilités pour lesquelles les CVSS sont importants, mais surtout pour lesquelles il y a des cas avérés d'exploitation, soit par campagne, soit de manière régulière de ces vulnérabilités. Donc, si vous vous posez encore la question de savoir si vous avez des vulnérabilités dans la KEV qui ne sont pas corrigées de votre côté, vous ne posez pas trop de questions, allez-y. Et puis, Alex Stamos, qui était l'ancien responsable de la sécurité de Facebook, donc voilà, avait une société, Krebs Stamos, qui a été revendue à Sentinel-1. Et Sentinel-1 créerait une entité dédiée qui s'appellerait Pinnacle One, à voir, à suivre dans le monde du business. Ensuite, Aken a publié un rapport sur le web avec le fait que sur le troisième trimestre 2023, il y a eu 680 millions d'euros de détournements réalisés. Alors, on a un petit graphe qui nous montre un petit peu comment les fonds sont détournés, notamment le plus gros volume en termes financiers, c'est surtout par le contrôle d'accès. Mais je voulais faire un focus sur ce qu'était le rug pull. Le rug pull, c'est un terme qui veut dire tirer le tapis, grossièrement. Et ça fait référence à l'idée qu'il y a des développeurs qui retireraient le tapis sous les pieds des investisseurs. Je m'explique. L'idée, c'est qu'on donne de manière assez courante, en fait, dans l'univers des crypto-monnaies et des NFT, on donne des mandats de développement à des développeurs en leur disant grossièrement, vous avez telle et telle mission pour développer telle et telle fonctionnalité. Il y a des fonds d'investissement qui envoient en fait des fonds pour que les missions soient réalisées. Et derrière, les développeurs ne réalisent pas les actions. Donc, à faire que je ne connaissais pas du tout, cette pratique du rug pull, mais à faire à suivre pour voir si c'est réellement, si c'est un épiphénomène ou si ça vient à se développer éventuellement dans le futur. Côté judiciaire, Clearview qui en mai 2022 a été grossièrement amené à payer une amende de 7,5 millions de livres sterling d'après, grosso modo, une poursuite au Royaume-Uni. Il y a eu un revirement de situation puisqu'il y a eu un appel de fait. Et Clearview estime que c'est une société étrangère, dont je cite, qui a des clients étrangers utilisant des adresses IP étrangères et soutenant les activités d'intérêt public de gouvernement et d'agences gouvernementales étrangers, en particulier ce qui concerne les fonctions de sécurité nationale et d'application du droit pénal. Et a priori, ils ont réussi à avoir gain de cause. Et le titre, c'est qu'ils ont Tatac spécialisé, voilà, gagné un appel contre une sanction pour atteinte à la vie privée. L'appel a été gagné par Clearview. Côté SolarWinds, un petit suivi, puisque vous connaissez tous le cas de SolarWinds, je ne vais pas vous le refaire, mais ce qui est grosso modo en train de se passer, c'est qu'il y a une plainte qui est en cours d'instruction par le SEC, qui est le Security and Exchange Commission, qui estime que une société telle que SolarWinds, qui a été mise en bourse à un moment donné en 2018 et qui a su qu'il y avait une faille de sécurité au sein de son entreprise, et joué autour de la problématique de l'information. Alors, je ne reviendrai pas sur les délits initiés éventuels, mais juste pour dire que, grossièrement, ça, c'est pas acceptable. Donc, il y a des poursuites à l'encontre de SolarWinds pour le cas de l'affaire Sunburst. Donc, comme vous le savez, l'attaque par chaîne d'approvisionnement. Meta et TikTok, côté Europe, sont aussi dans la cible du viseur, enfin dans le viseur de l'Union européenne,
pour des problématiques de respect du RGPD, si on fait simple. Mais là, pour le coup, l'obtention du consentement devient problématique. Vous avez dû entendre parler dernièrement, sûrement d'un buzz qui disait que des applications telles que Instagram allaient devenir payantes. L'idée, c'est de faire un petit peu ce qui se passe sur certains sites internet, c'est de dire, OK, vous ne voulez pas consentir à ce que je recueille de l'information sur vous. Donc, dans ce cas-là, c'est OK pour moi, mais je vais vous faire payer. Et il y a un imbroglio sur le sujet. La question, c'est est-ce qu'il y a une procédure de l'Union européenne qui est en train d'être instruite ou pas, et quelles pourraient être les sanctions, des paiements d'astreinte périodiques à voir, donc cas en cours. Côté Intel, on a une problématique de bug qui s'appelle le bug downfall, sur lequel il y a des plaignants. En l'occurrence, on a 5 représentants plaignants qui se sont portés, qui ont de partie civile de notre côté. On rédige une plainte de plus de 112 pages dans laquelle, en quelques mots, ils disent qu'il n'est pas acceptable qu'une société comme Intel laisse des failles de sécurité, ou du moins, là, en l'occurrence, on parlait d'un bug, d'une défaillance, plus de 5 ans sans les corriger, sachant que, bien sûr, dans cette approche juridique, dans les 112 pages, on cherche à déterminer quelles sont les vulnérabilités passées qui sont imputables éventuellement à ce bug. Donc, de déterminer si la négligence d'Intel constitue un délit juridique pouvant s'avérer complexe. Mais le sujet pourrait servir de jurisprudence. Ne jamais laisser de failles de sécurité, c'est pas acceptable. Comme ça, sachant que on est au courant. Je suis tombé côté Apple sur l'Apple Sear. Alors, dernièrement, sur Paris, donc, le Sear, c'est un centre en fait qui regroupe un certain nombre d'ingénieurs de sécurité et d'architecture côté Apple. Ce qui est intéressant, c'est que cette entité qui est présente de par le monde est entre autres présente à Paris et a ouvert ses portes aux journalistes. C'est la raison pour laquelle on entend parler un petit peu de CIR sur cet article-là. Cependant, CIR n'est pas nouveau, puisque il y a déjà eu des membres de CIR qui ont participé à des CTF, et notamment ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un bug bounty en août 2023 lancé par Google, et Google a payé 15 000 $ à Apple, notamment pas Apple directement, mais à un des membres de l'équipe CIR, parce que l'équipe CIR avait trouvé des failles de sécurité. Et quand on regarde un petit peu, il y a plusieurs articles qui remontent sur CIR. C'est intéressant, notamment des bugs qui ont été trouvés par l'équipe, mais qui n'ont pas été remontés et qui ont été trouvés, donc du coup annoncés par des tiers, et les récompenses n'ont pas pu être réclamées par CIR. Voilà ce que c'est que de se garder des vulnérabilités sans en parler aux autres. C'est intéressant. Bon, voilà, une petite guéguerre, en tout cas, à méditer. Ensuite, prochains éléments, c'est purement sur le côté, alors, fun no fun. Juste là, les 40 ans de Microsoft, c'était juste pour un rappel de l'interface de ce qu'a pu être l'annonce de Microsoft en 83, qu'ils allaient sortir un système d'exploitation. Et en fait, ils l'ont sorti 2 ans presque jour pour jour, 2 ans plus tard. Donc, une annonce le 10 novembre 1983 qui s'est soldée par, en fait, pas de sortie de l'OS de Gates et Allen. Ensuite, les derniers éléments. Alors ça, c'est du troll de troll. C'est juste par hasard. Je réétudiais un élément sur Log4Shell. Et il y a un site log4.sh qui avait été référencé à 3 endroits, qui ne répond plus du tout. Donc c'est assez intéressant de voir ces premières copies d'écran. Alors c'est complètement fortuit, j'ai pas poussé, j'ai passé 2 minutes à peine. Voilà, si certains veulent s'amuser à essayer de comprendre et investiguer pourquoi, be my guest. Pareil, cocasse, un élément. Vous pouvez voir cette petite vidéo où on voit comment Amazon tire parti d'une. Vue de l'extérieur, c'est pas un monument qui est très laid, mais c'est une prison aux Pays-Bas.
une prison circulaire. Et on voit comment Amazon en fait a investi cette prison pour réaménager des locaux pour bosser. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour lui. Et je crois que on y était presque à tout. Ouais, c'est bon. Ouais. Désolé pour le modèle un petit peu rapide. S'il y a peut-être un élément, si tu veux, sur des éléments de. T'es déjà mis pour les éléments de Vlad? Ouais, Ouais, ok, super. bah, ça marche. Ça marche. Donc, on va reprendre avec du coup, le bulletin de le Patch Tuesday du mois d'octobre. 104 vulnérabilités patchées, dont 3 0D. Donc, la première, donc les trois critiques. La première sur Skype for Business, sur la solution serveur, donc qui a été déclarée comme une privesc, mais qui est en fait un petit peu plus que ça, puisqu'elle permet d'énumérer pas mal d'éléments, donc adresse IP, port, port d'écoute du serveur, et de récupérer quelques autres informations sur le destinataire de l'appel. Donc, comment s'effectuer? Bah, tout simplement en passant un appel malveillant à destination d'un serveur Skype for Business. Ensuite, une vulnérabilité qui touche à WordPad, qui permet de voler les HNTLM d'un utilisateur qui cliquerait sur une doc malveillante, donc qui serait ouverte avec WordPad. Et ensuite, une vulnérabilité dont on a abordé que les interlocuteurs d'avant ont abordé par rapport à Quick et HTTP2, une vulnérabilité sur HTTP2, donc Rapid Reset, donc qui a permis de faire des dénis de service records, qui exploite en fait le fait que HTTP2 effectue un multiplexage de requêtes au sein d'une connexion TCP unique, ce qui du coup a été exploité, du fait que les attaquants ont cherché à envoyer bon nombre de requêtes suivies immédiatement d'un reset, qui a eu pour but de saturer le serveur, et sans forcément atteindre le seuil de flux simultané, puisque tout est multiplexé. On a ensuite d'autres failles critiques, qui sont 12 failles critiques de type RCE, donc 9 sur le protocole Push 2 L2TP, 2 CVE sur Windows Message Queuing et une sur VTPM. Donc là, il n'y a pas plus d'infos par rapport au mois dernier. Donc ensuite, on a une 0D donc, sur Cisco iOS. Donc, pour exploiter cette vulnérabilité, il suffit d'avoir un accès sur une interface web donc, qui fait tourner cette distribution, on va dire. Donc, soit avoir un accès en HTTP, soit en HTTPS. Il n'y a pas besoin d'être authentifié sur le serveur. Et en exploitant cette vulnérabilité, en fait, bah, vous obtenez les privilèges administrateurs. Donc forcément, vous pouvez prendre le contrôle de l'équipement derrière ça. Euh, il- Au moment de l'exploitation, vous avez un appelant qui va être injecté sur l'appareil. Il y a des outils qui ont été faits, dont un qui a été fait par VuneCheck, qui permet de scanner le serveur et de voir si il trouve ou pas ce petit implant. Et ça permet du coup d'en déduire la compromission de l'équipement en question. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers d'appareils qui ont été compromis, dont 1000 en France. Faites attention de ne pas faire partie de cette liste d'appareils compromis. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà mettre à jour votre équipement. Donc, vous avez les versions patchées selon la version utilisée de la distribution. Et vous pouvez en plus désactiver l'accès HTTP ou même HTTPS donc depuis l'extérieur et laisser l'interface d'administration accessible que depuis l'interne. Donc, vous avez le lien pour le scanner. Vous avez une doc technique donc, qui va résumer pas mal, qui va plus détailler l'aspect technique, donc qui a été fait par Horizon 3 de TI, que je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Vous avez également une faille 0D donc, dans SysEd, qui est une solution type ITSM. C'est une solution qui permet de gérer les services informatiques, donc un peu type GLPI.
Donc, c'est une faille de type Path Traversal qui va vous permettre en fait d'exécuter du code sur le serveur et de déployer par exemple un web shell à la racine de Tomcat. Donc là, ce que je vous détaille, c'est un scénario qui est actuellement exploité dans la nature et qui a pour but de déployer le ransomware Clop sur la machine et ensuite de propager forcément le ransomware et le scénario habituel. Donc, qu'est-ce qui est conseillé de faire? Patcher. Vous avez la version 23.3.36 ou plus, donc qui corrige cette faiblesse. Vous avez également deux vulnérabilités critiques sur Vim1. Donc, Vim1, c'est une solution qui est fournie avec Vim Backup, si je ne me trompe pas, et qui vous permet en fait de superviser toutes vos sauvegardes. Donc vous avez deux vulnérabilités, donc une RCE sur la partie SQL qui héberge les données de Vim1 et vous avez une faille qui vous permet de récupérer le HTML d'un compte utilisé pour le reporting service. Donc c'est pareil, les recommandations, c'est de mettre à jour, vous avez les versions patchées. Sachant que si vous patchez Vim1, vous patchez en même temps deux autres vulnérabilités qui n'ont pas été détaillées sur cette présentation, mais je vous laisse suivre le lien pour plus d'infos. Vous avez également une faille dans Apache ActiveMQ, donc qui est un message broker. Si vous ne savez pas, ça permet de faciliter la communication entre plusieurs applications logicielles. Vous avez un autre exemple avec RabbitMQ, qui est assez connu. Cette faille est actuellement exploitée en masse dans la nature pour déployer cette fois pas Clop et Hello Kitty. Euh, donc, euh, une RCE sur la machine qui vous permet ensuite de déployer le ransomware à la volée. Donc, il y aurait 3000 instances ActiveMQ accessibles et vulnérables selon Shodan. Il y a un POC qui a été fait, qui est disponible sur Git. Et je vous ai pas listé les versions patchées parce qu'il y en a pas mal. Donc, je vous ai mis le lien pour les trouver. Vous avez ensuite une vulnérabilité dans DSM, l'OS qui tourne sur les NAS Synology. Donc, une faiblesse centrée autour de la génération du mot de passe du compte admin, donc le compte admin par défaut, qui est généré en fait avec une fonction mathématique, donc bat random. Le problème en fait, c'est que les fonctions, l'aléa qui est fourni par les bibliothèques mathématiques est assez prévisible. C'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser l'aléa qui est fourni par des bibliothèques cryptographiques. Vous avez l'exemple avec window.crypto.getRandomValues. Donc, spoiler, c'est sa fonction qui est utilisée dans le patch de DSM. Et pour du coup pallier à ce type de faiblesse. Donc, enfin, la cause de cette vulnérabilité, forcément, c'est qu'il est possible de casser le mot de passe de l'administrateur, même s'il y a beaucoup de conditions qui font que c'est assez difficile de reproduire, enfin, d'exploiter cette vulnérabilité, pas de la reproduire. Donc déjà, le fait qu'il faut récupérer certains éléments qui ont été générés lors de l'installation, et du coup, forcément, qui utilisent le même seed PRNG que du coup le même site qui est utilisé pour la génération du compte admin, du mot de passe du compte admin. Donc ça veut dire qu'il faut forcément avoir un accès sur le NAS pour récupérer ce type d'informations. Et ensuite, par défaut, ce mot de passe, ce compte admin est désactivé. Donc ça veut dire que si vous voulez réellement exploiter cette vulnérabilité, il faut avoir d'abord un accès sur le NAS au préalable, casser le mot de passe et ensuite s'assurer que le compte admin est activé et utiliser son mot de passe. Ça devient quand même assez compliqué. Vous avez ensuite une faille donc, dans le protocole SLP. Donc le protocole SLP qui vous permet en fait de découvrir automatiquement des services sur un réseau local, sur un petit réseau. Donc cette vulnérabilité a été ajoutée dans le catalogue du CISA, donc dans ces vulnérabilités connues et exploitées. Que fait ce protocole? Donc en fait le service se met en écoute sur le port 427 en UDP. Donc c'est un service qui est utilisé sur bon nombre de solutions, sur des serveurs VMware ESXi,
sur l'i2m des serveurs IMB et autres. Et la cause, enfin, la faille du coup est de type DNS service, qui n'a pas besoin d'être authentifié. Et important de noter que quand l'exploitant se DNS service, vous pouvez atteindre un facteur d'amplification qui peut atteindre les fois 2200. Donc ça devient assez critique, surtout si votre serveur VMware 60 est accessible depuis n'importe où. Donc la remédiation, bah déjà désactiver le service s'il n'est pas utilisé. Et je crois pas, vous pouvez me corriger si c'est le cas, mais j'ai pas vu de correctif à ce sujet. Donc ensuite, bon là c'est un point de VLAN. Donc ce point-là, donc en fait depuis iOS 14, Apple en fait a rajouté une option donc dans les paramètres qui vous permet tout simplement d'anonymiser en fait votre adresse MAC. Donc pour ajouter une partie anonymisation, pardon, je vais y arriver. Mais en fait, vous n'êtes pas réellement anonyme, sachant que au moment de vous connecter à un Wi-Fi, il y a une requête de broadcast donc, qui est effectuée avec MDNS, donc, qui vous permet de résoudre en fait les lost names des machines en adresse IP via le multicast, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un serveur de nom en local. Donc forcément, dans cette requête, il y a votre Mac qui apparaît dans le champ Option Data. Donc au final, si vous êtes en écoute sur le réseau, donc sachant que c'est une requête de broadcast, il vous suffit de sniffer la connexion et de lire les requêtes et de récupérer l'adresse MAC associée à l'adresse IP de l'appareil. Ensuite, on va parler du coup des différentes attaques qui ont eu lieu au cours du mois. Donc, on va commencer avec le piratage donc, chez Okta, donc qui est une entreprise donc qui gère tout ce qui est authentification de ses clients. Donc, par exemple, ça justifie entre guillemets le fait elle, euh, elle dispose d'une grande quantité d'informations de connexion, type cookies ou jetons de session de ses clients. Et du coup, justement, par rapport à ça, il y a une intrusion qui a été effectuée, il y a un vol de fichiers contenant énormément de cookies et de gestion et de jetons de session qui du coup sont fonctionnels dans l'environnement client et qui ont été volés. Donc on parle quand même de 134 clients, dont certains gros type Beyond Trust, Cloudflare, OnePassword et j'en passe. Donc c'était des accès qui étaient utilisés dans le cas d'assistants, donc c'est pour ça qu'on les avait de leur côté sur leur pod. Euh, donc ça a été possible du coup grâce à un vol d'identifiant d'un employé d'Octa qui a permis ensuite d'accéder à la solution de helpdesk utilisée par Okta, qui leur permet de gérer leur ticket et puis d'accéder à toutes les différentes informations qui étaient contenues soit dans les tickets, soit dans les pièces jointes et autres. Donc c'est justement Beyond Trust qui a déclaré un potentiel piratage quand ils ont remarqué une tentative de connexion qui venait d'un compte admin Okta dans leur prod. On a abordé ces points. Ensuite, donc, Asvel, donc, le groupe de basket lyonnais, donc, qui a été victime d'un ransomware, donc du ransomware No Escape. Donc, on parle d'un vol de 32 gigas de données, donc ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais en fait, on est sur des informations qui peuvent être assez sensibles, sachant que du coup, elles regroupent énormément d'informations sur les joueurs de l'équipe, passeport, carte d'identité, documents de finances, et également tout ce qui est documents contractuels entre les joueurs et le club en question. Donc, le groupe No Escape avait du coup prévu le fait de partager ces informations volées, mais on sait pas pourquoi. Finalement, elles n'ont pas été publiées, donc forcément, je pense qu'il y a eu une négociation entre les deux parties et il n'y a pas plus d'infos à ce niveau-là. Ensuite, ça c'est assez drôle parce que c'est une méthode qui revient
qui revient un peu au goût du jour, qui est assez intéressante. C'est du coup, un fait du site de Kepas, donc qui a été fait et partagé sur le net. Donc en fait, si vous cherchez Kepas sur votre navigateur favori, vous trouviez en première position un site donc www.keepass.info. Donc pourquoi en première position? Bah, tout simplement parce il était sponsorisé. Mais en fait, si vous cliquez sur www.keepass.info, vous étiez redirigé vers le nom qui est affiché dans la quatrième ligne, donc xn vbb.info. Et pourquoi en fait? Bah, parce que ça joue sur la méthode Punycode. Donc la méthode Punycode qui permet en fait d'encoder des caractères non ASCII en codage ASCII Unicode. Euh, et donc c'est assez étonnant de se dire que ce type de technique fonctionne fonctionne encore, sachant qu'il y a eu beaucoup de cas exploitant cette technique. Donc le site était exactement pareil. Donc, vous avez tout en bas à droite une capture à gauche du vrai site et à droite du faux site. Euh, donc, le faux site vous amenait à télécharger la dernière version entre guillemets de Keepass, donc la 2.55, donc le exécutable qui était signé avec un certificat. Mais sauf que le petit bonus, c'est qu'en fait, il y a un script PowerShell qui avait été intégré dans la fausse application, donc et qui lançait en fait un FakeBat, donc qui permet en fait d'établir une connexion avec un C2, donc le C2 des créateurs du site, et forcément donner la main à ces derniers sur votre machine. Donc le site a été supprimé entre-temps, mais c'est important de prendre en compte ce type d'attaque parce que c'est sûr qu'il y a encore énormément de sites en prod exploitant cette méthode Punycode. Donc ensuite, encore des fuites de données, donc cette fois chez Casio, donc on parle de 26 000 comptes utilisateurs qui ont été impactés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu un accès à la base de données du service Tiaspad.net. Donc, il n'y a pas plus d'infos sur le scénario qui a permis l'intrusion sur ce service. Donc, sur les 26 000 utilisateurs, on parle de 91 000 clients japonais, 35 000 clients donc, situés dans 148 pays différents. Dans les données liquées, on a nom, prénom, adresse mail, pays de résidence, clé de licence, commande, toutes les informations relatives à Casio, enfin aux utilisateurs par rapport à Casio. Mais ils ont rassuré sur le fait qu'il n'y avait aucune information de paiement présente dans les leaks en question. Donc, il est recommandé par Casio de changer de mot de passe sur leur site, même si pareil que les mots de passe n'ont pas fuité également, mais c'est quand même conseillé. Et ensuite, une fuite de données donc, chez Île-de-France Mobilité, donc une collecte de 4000 utilisateurs et mots de passe. Donc c'est pareil, du moins, j'ai pas plus d'informations sur le scénario utilisé pour l'intrusion en question. Il est recommandé également de changer de mot de passe sur leur site. Donc, un rapport de l'ANSSI donc, sur des opérations effectuées par APT28, donc, une APT qui a ciblé énormément d'entités françaises, que ce soit entreprises gouvernementales euh, et autres. Donc, ce rapport est assez complet parce qu'il décrit toutes les TTP utilisées par le groupe. Ça parle des 0D exploités, ça explique les campagnes de phishing qui ont été réalisées, les différents actifs utilisés pour compromettre ces entités. C'est assez complet, il est disponible il était rendu disponible par le CERT-Affaires, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, à faire un peu de threat intel. Ensuite, l'ANSSI, dans la foulée, a publié un guide de sécurisation Active Directory. Donc, vous aviez déjà un guide sur les recommandations donc, qui vous permet en fait de sécuriser votre AD, mais il commençait un peu à dater vu
On parle quand même de septembre 2014. C'est important de lire ce rapport parce qu'il insiste beaucoup sur l'importance du tiering dans, sur votre AD. Donc là, vous avez un petit schéma en bas à droite juste pour résumer, mais forcément, le rapport vous en parlera beaucoup mieux que moi. Côté outils, on a un scan donc de driver Windows malveillant donc, qui est disponible sur GitHub et en fait qui liste un bon nombre de pilotes qui sont utilisés sur un environnement Windows par des acteurs malveillants. Et au-delà du Ritex et de cette liste de pilotes, vous avez également un scanner qui a été rendu disponible et qui vous permet en fait, une fois lancé sur votre machine, de vous dire si vous avez des exécutables un peu suspicieux ou pas sur votre machine. Donc ensuite, donc un gros leak, bon, c'est une mauvaise catégorie, un gros leak du côté de LinkedIn. On parle de 35 millions de comptes concernés, 200 000 Français. Donc là, donc, pas de, enfin, n'ayez pas peur, on parle pas d'une compromission côté serveur ou autre. En fait, c'est juste du, entre guillemets, web scrapping. Donc ça se fait énormément en ce moment. Bah, c'est toujours fait, mais surtout en ce moment, je trouve. Il y a beaucoup de leaks qui ressortent à cause du web scrapping. Donc, toutes les informations en fait présentes dans les leaks sont des informations publiques qui peuvent être trouvées par n'importe qui. Donc vous avez nom, adresse. La seule chose, c'est que tout est regroupé dans un seul et même document. Et pour parler justement de leaks côté LinkedIn, il y en a eu quelques-unes dans ces dernières années. On parle de 500 millions de comptes liqués en 2021 et encore en 2021, 827 millions de, de comptes liqués, donc toujours avec les mêmes informations. On était déjà sur du web scrapping. Ensuite, donc du côté d'Atos, donc il y a eu du mouvement depuis la rédaction de ce point, vous inquiétez pas. Donc Atos, je ne vais pas vous présenter Atos, mais vous savez que c'est un acteur important dans bon nombre de domaines, que ce soit la sécurité sur Internet, sur le domaine nucléaire, entre autres. Et un acteur qui va participer à la sécurisation autour des Jeux Olympiques. Donc, Atos, en ce moment, est dans une période assez compliquée. C'est justement ce qui intéresse beaucoup d'investisseurs étrangers. Donc, le gouvernement est pas trop vert à ce côté-là, à l'idée de se faire, qu'Atos se fasse racheter par une entreprise étrangère. Donc, c'est pour ça qu'il a été évoqué la nationalisation pour avoir une indépendance nationale et pour pas risquer un éventuel rachat étranger. Donc, c'est un sujet qui a été abordé à l'Assemblée le 25 octobre et depuis, ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de sujet de nationalisation. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ensuite, donc, un alternant chez Orange donc, qui a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Donc pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est une personne qui le jour travaillait pour entre guillemets le bien, le côté sécurisation, et le soir en fait, bah, développer des outils assez obscurs, dont Frenchy Shellcode, qui est un outil qui permet de bypasser des AV avec du hollow process. Euh, donc, entre autres, il développe beaucoup en C Sharp et en C, et qui également participait beaucoup à des rédactions de rapports, de partage d'articles sur, entre autres, des faiblesses du côté des packers. Euh, donc, du partage d'informations sur le Darknet. Il a été arrêté. Il y a eu une confiscation de ses crypto-actifs. On suspecte qu'il est, grâce à ses activités, qu'il ait gagné un bon nombre de milliers d'euros
à cause ou grâce à ça, je sais pas. Et donc voilà, faites attention avec qui vous travaillez, bien sûr, c'est pas évident. Ensuite, donc une, un sujet enfin assez intéressant. Donc Gérard Darmanin, pardon, qui a ministère de la ministre de l'Intérieur, qui a proposé le fait de rajouter, d'intégrer des backdoors dans les services de messagerie, donc type Signal, WhatsApp, Telegram, et tout ce qui est globalement protégé par du chiffrement de bout en bout, afin de faciliter les enquêtes, donc les écoutes d'appels téléphoniques, la lecture des SMS. Et c'est un sujet qui est évoqué bon, suite aux attentats d'Arras. Euh, donc forcément, il y a peu de chances que les éditeurs acceptent de faire ça. Ou ça laisserait enfin, libre cours à trop de... Enfin, si la France le fait, pourquoi pas d'autres pays? C'est un sujet un peu assez sensible et pas évident à prendre en compte, surtout d'un point de vue privacy. Euh, et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, le gouvernement, par rapport à ça, réfléchit justement, il y a une alternative donc, qui a été évoquée, bien sûr, c'est que des humeurs et il n'y a y a rien d'officiel, mais trouver des alternatives, du style logiciel espion, ça fait beaucoup penser à Pegasus, mais c'est un temps relativement obscur et assez bizarre. Donc, du côté des conférences, donc, vous avez vu passer énormément de conférences au cours du dernier mois, donc que ce soit les assises à Monaco, la CANS, SAXI, l'Hexacon, Identity Base, DevSecOps, World Tour et Unlock Your Brain à Brest. Donc vous avez encore pas mal de conférences qui sont à venir, que ce soit dans les prochains jours le Cloud and Cyber Security Exposition, le CW, euh, PostTech ou la JSSI le 12 mars 2024, qui portera du coup sur l'intelligence artificielle et l'insécurité. Donc on a fini avec les sujets entre guillemets sérieux, on va passer aux divers, aux divers et aux trolls. On a déjà abordé ce point-là. Donc, on va parler de Google Play Protect. Donc, pourquoi parler de V2 en fait? Parce que c'est un service qui est présent depuis pas mal d'années déjà dans Google Play Store, qui permet en fait de s'assurer que lorsque vous téléchargez une application, que cette dernière est légitime, ne fait pas tourner de code suspicieux et qui aucun risque en fait pour votre appareil. Le problème, c'est que ça va juste vérifier le code, enfin, ça va vérifier le comportement du code au moment du démarrage, mais donc tout ce qui est malware polymorphe, donc code qui se change tout seul en fait, de façon autonome, en fait, va réussir à bypasser ce genre de mesures de sécurité. C'est pour ça qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur Google Play Protect et il est maintenant en fait capable d'analyser en temps réel le code de l'application téléchargée. Donc pour ça, il utilise des algorithmes de machine learning. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il rajoute la possibilité d'analyser des applications qui sont déjà téléchargées sur votre machine. Ce qui veut dire que vous pouvez tous les instants, tous les mois, toutes les semaines, vérifier en fait que vos applications soient légitimes dans le cas justement où il y aurait une application qui contiendrait un malware polymorphe. Et donc, au niveau du déploiement de ce service, on est sur un pourquoi déploiement step by step? C'est parce que pour l'instant, c'est déployé en Inde et tout doucement, ça va arriver en Europe. Donc, par exemple, tout en bas à droite, vous avez un aperçu de ce que donne le Google Play Protect. Donc, le lancement d'un scan d'une application, ça tourne et ça vous dit si l'application est légitime ou non. Ensuite, on se dirige du côté donc d'Outlook. Donc, vous avez pu voir que Outlook a été mis à jour et qu'il y a quand même un nouveau relooking de l'application. Donc, nouvelle interface.
Maintenant, l'application prend en charge vos comptes Microsoft, mais également vos comptes Gmail, vos comptes Yahoo, iCloud et j'en passe, et tout ce qui est self-hosting. Euh, mais malheureusement, de là de ça, il y a aussi quelques libertés qui ont été prises par Microsoft, dont le fait en fait que au moment de l'ajout d'un mail, vous autorisez, donc là c'est cité, c'est ce qui est écrit dans le contrat signé. La synchronisation de votre compte avec Microsoft Cloud signifie qu'une copie de votre courrier électronique, de votre calendrier et de vos contacts sera synchronisée entre votre fournisseur de messagerie et les centres de données Microsoft. Bon, ce qui pose pas mal de questions, ce qui veut dire que tout ce qui passera par votre client potentiellement sera stocké également, une copie sera stockée sur les serveurs de Microsoft. Et ça s'arrête pas là parce que ça concerne pas uniquement vos mails, mais ça concerne aussi votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et ainsi que le serveur de destination donc, à qui vous envoyez les mails en question. Un sujet qui peut ouvrir le débat, c'est donc tourné autour de NTLM, donc protocole d'identification sur le réseau from Microsoft. Qui Microsoft qui fait un gros travail dessus, enfin, qui fait un gros travail pour remplacer complètement NTLM par Kerberos. Euh, pour ça, Microsoft a sorti deux fonctionnalités. Donc, la première, Yakerb, je sais pas comment on dit, donc qui répond à la problématique suivante. Donc, en fait, l'authentification Kerberos requiert le fait de pouvoir rejoindre le KDC. Mais donc, pour pallier à ça, donc en fait, vous pouvez pas toujours joindre votre domaine contrôleur, ce qui rend ensuite l'authentification Kerberos relativement compliquée. Donc c'est pour ça que Yakar en fait va permettre d'implémenter euh, une couche d'authentification entre guillemets parce que du coup en fait votre authentification va passer par des serveurs de relais en fait. Mais bon, enfin, du moins pour moi, ça me pose problème parce que on part du postulat qu'on ne puisse pas toujours rejoindre le DC. Et là, la solution de Microsoft, c'est OK, bah, si tu peux pas joindre le DC, alors essaye de joindre les serveurs relais pour l'authentification. Et potentiellement, si tu es sur le même problème, je suis plus emballé par la deuxième solution, donc le local KDC for Kerberos, donc qui répond à la problématique que c'est le contrôleur de domaine qui doit jouer le rôle de KDC. Donc, ce qui pose problème pour une authentification en local ou même à distance via RDP. Et donc, c'est pour ça que la solution, en fait, va ajouter une surcouche au niveau de la base SAM qui permet l'authentification en local afin de réaliser une authentification via Kerberos. Donc là, ces solutions-là, je ne sais pas à quel stade on en est, si c'est déjà possible de faire jouer avec ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être relativement compliqué de remplacer totalement NTLM par Kerberos, même avec les meilleures intentions du monde. Donc c'est un sujet qui est déjà dans les bacs depuis pas mal d'années. Donc, Microsoft a fait énormément de tentatives. C'est important de le souligner, mais pour répondre à la question, je pense que pas pour l'instant. Ça c'est compliqué. Ensuite, une fonctionnalité donc du côté de Chrome, donc l'option Protection IP. Donc en fait, une fonctionnalité qui va vous permettre de masquer votre adresse IP donc, quand vous communiquez avec des serveurs tiers quand vous naviguez sur le net. Donc pour ça, en fait, Google a mis en place des serveurs proxy donc à deux sauts. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous requêtez un serveur, vous allez passer par le serveur proxy de Google et ensuite vous allez passer par un CDN externe. Donc le but, c'est que le proxy connaisse soit votre IP source, soit votre IP de destination, mais pas les deux en même temps. Donc ça, c'est censé rajouter
un certain anonymat. Euh, Votre serveur qui connaîtra pas du tout votre IP, mais du coup l'IP du CDN. Euh, donc pour l'instant, à ce niveau-là, c'est seulement les IP donc localisés aux US qui pourront profiter de cette feature. Donc forcément, ça permet de faire des tests, surtout au niveau du débit. Donc quelques problèmes par rapport à ça, c'est le fait que ça rend le blocage des derniers services compliqué, parce que du coup, si vous faites une blacklist des IP à bannir, entre autres, forcément, en passant par des proxys, vous allez soit vous bloquer l'IP, dans ce cas, vous avez potentiellement bloqué du trafic légitime, donc qui passerait par le même proxy, soit vous bloquez pas le proxy, et dans ce cas, vous allez permettre le déni de service. Euh, et ensuite, il y a l'aspect si un des proxys est compromis par un attaquant, alors tout le trafic qui traverserait par ce dernier, en fait, bah, pourra être manipulé par son occupant. Et donc, il y a des solutions, du coup, par rapport à ces deux problématiques qui en résultent. Donc, une limitation du débit. Donc, ce qui est bien pour le blocage enfin, pour la limitation au niveau des services. Mais ensuite, pose problème du côté du trafic légitime. Donc, avoir la configuration exacte à ce niveau-là. Et une authentification donc, qui est faite donc, par le client auprès du proxy pour limiter les accès justement sur proxy. Je pense que c'est le dernier point, donc le fait que Windows 11 maintenant supporte pas mal de formats d'archives, donc point .rar, point 7zip, point .tar, point .targz, enfin, énormément d'extensions. Donc, par exemple, TarGZ qu'on trouve énormément du côté Linux. Et selon Windows, c'est important de prendre en compte ce format qui est énormément utilisé, surtout depuis que Windows implémente WSL. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, Windows ne supporte pas encore tout ce qui est fichier chiffré par mot de passe. Mais bon, euh, la question a été demandée à Microsoft. Ils ont pas répondu. Ils ont pas confirmé le propos. Ils ont pas refusé, ils sont pas bloqués à l'idée. Donc, à voir, c'est déjà bien. Vous aurez pas besoin vous n'aurez pas besoin d'installer WinRAR ou c'est dès la configuration de votre machine. Et donc pour l'instant, c'est uniquement disponible sur Windows 11, donc la dernière version, la 22H2, mais pas via une mise à jour automatique. Il faut aller dans les mises à jour optionnelles et la lancer vous-même. Ah non, il y avait encore un point. Donc là, c'est assez drôle. Donc on va reparler du Flipper Zero. Comme ça, on en parle un peu tous les mois. C'est une vulnérabilité donc du côté du Bluetooth Low Energy, donc qui est exploité donc, fonctionnalité qui est disponible sur les appareils Android, Windows et iOS. Donc pour rappel, le Bluetooth Low Energy, ça vous permet de continuer à utiliser le Bluetooth à haut débit, même avec un minimum de ressources sur votre machine. Et donc ça, c'est exploité par deux choses, donc par le Flipper Zero, donc qui vous permettent d'émettre dans la fréquence qui va bien, et une application qui a été développée, une application développée sur Android, donc Bluetooth, le spam, donc, disponible sur GitHub, qui va vous permettre en fait de diffuser énormément de demandes de connexion donc sur le protocole, donc toutes les secondes ou à intervalles plus élevés, c'est vous qui décidez. Vous avez possibilité également de régler la puissance d'émission. Et je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur YouTube, j'aurais dû mettre un lien vers ça. Ça rend complètement le téléphone de votre voisin inutilisable. Il y a énormément de gens qui sont amusés à faire ça dans les bus, dans les transports en commun. Et c'est assez gênant.
Voilà, donc la prochaine réunion, mardi 12 décembre. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et merci pour votre écoute.